Bonjour, dans cette vidéo, je vais voir avec vous comment compléter le compte-rendu B, dosage de l'amidon dans l'eau de cuisson des pâtes. Donc, les comptes rendus vont être divisés en différentes sections. Je vais aborder toutes ces sections-là dans la vidéo. Donc, premièrement, dans les comptes rendus, la première chose à compléter, ce sont les mesures. Toutes les mesures que vous allez prendre au laboratoire doivent être accompagnées, justement, d'une incertitude, de leur unité et surtout être présentées avec le bon nombre de décimales. Donc, il y a une annexe qui est associée à ça qui peut vous montrer comment évaluer les incertitudes. Je vais y revenir après. Maintenant, ce qui veut dire que lorsque vous avez un tableau, comme celui-là ici, lorsque vous avez une ligne, c'est souvent qu'on va avoir une seule mesure à prendre, même si on n'a pas mis de petit plus ou moins ici pour la concentration de la solution mère d'amidon utilisée, mais il va falloir indiquer son incertitude. Souvent, lorsque ce sont des concentrations, les incertitudes sont écrites directement sur les bouteilles au laboratoire. Lorsque vous avez des volumes, comme ici, volume de solution fille d'amidon préparé, le volume de solution que vous aurez préparé à l'aide probablement d'un ballon volumétrique, dans ce cas-ci, il faudra aller chercher l'incertitude. Donc, on va écrire la mesure ainsi que son incertitude. Si on remonte lorsque vous avez un tableau. Donc, lorsque vous avez un tableau, c'est que souvent, les mesures qui vont être à l'intérieur, elles sont apparentées comme les volumes de solution d'amidon qu'on va utiliser pour préparer tous les étalons. Donc, ils auront tous chacun un volume différent, mais comme on va tous prélever ces volumes-là avec le même instrument, ils auront tous la même incertitude. Donc, on va indiquer l'incertitude une seule fois ici, juste en haut. Même chose pour l'absorbance qu'on va mesurer avec le spectrophotomètre. Petit fait intéressant pour vous, il n'y a pas d'unité pour l'absorbance. Donc, dans ce cas-ci, vous n'avez pas à rajouter quoi que ce soit. Lorsque vous avez des résultats à indiquer, ce qui sera le cas pour les concentrations ici qui sont en ppm, vous n'avez pas besoin d'indiquer d'incertitude puisque vous n'aurez pas de calcul d'incertitude à faire. Donc, il y a un autre tableau à compléter. Je ne l'aborderai pas avec vous, mais ce sont les mêmes consignes pour compléter l'autre tableau. La page suivante va porter justement sur l'annexe que vous pouvez utiliser pour vous aider à évaluer les incertitudes. Donc, cette annexe-là vous sera remise au laboratoire, puis il y en a aussi qui sont disponibles directement sur les murs du laboratoire si vous voulez les consulter, si vous n'avez pas la vôtre pendant le laboratoire. Donc, tout d'abord, vous devez évaluer quel type d'instrument vous avez pour être capable de trouver son incertitude. Donc, vous avez vu la session dernière qu'il y avait des instruments qui étaient gradués, numériques ou volumétriques. Vous avez les règles pour trouver l'incertitude selon ce que vous avez. Lorsque vous avez des instruments qui sont volumétriques, c'est souvent écrit dessus, mais sinon, comme vous n'avez pas nécessairement l'instrument avec vous au moment de faire votre compte-rendu, vous pouvez regarder ici la section à propos des instruments qui vont être volumétriques, qui sont les pipettes volumétriques, les ballons volumétriques. Les dispensettes sont considérées comme volumétriques et des pipettes de transfert. Vous avez un petit exemple ici qui vous montre comment évaluer l'incertitude, écrire la mesure correctement avec le bon nombre de décimales et avec l'unité. Petit commentaire à propos du type de pipette qu'on va utiliser cette session-ci. On va travailler autant avec des pipettes volumétriques que des pipettes graduées. Maintenant, peu importe le volume de ces pipettes-là, je ne peux pas juste prendre l'incertitude des pipettes volumétriques parce que ça ne se détermine pas de la même manière. Donc, les pipettes graduées, ce sont des instruments gradués à double lecture. Ce qui veut dire que l'incertitude d'une pipette graduée, ici, si on regarde, incertitude correspond à la moitié de la plus petite graduation. Ce qui veut dire que sur mon 0, j'ai la moitié de la plus petite graduation, ainsi que sur la lecture que je veux faire, admettons que j'ajoute 2 ml avec une pipette graduée, ce qui veut dire que ça va être la somme ici, les deux moitiés. Donc, l'incertitude d'une pipette graduée correspond à sa plus petite graduation. Ensuite, pour remplir le compte-rendu pour les calculs, ça va être important de présenter un seul calcul pour chaque type de calcul, ce qui sera le cas pour les concentrations utilisées pour la droite d'étalonnage. Maintenant, les autres calculs qui vont suivre, eux, ils vont être uniques, donc vous aurez juste à compléter les espaces. Chaque calcul, lorsque vous le présentez, on doit utiliser les mesures qui sont indiqué dans les tableaux, mais avec le bon nombre de décimales. Donc, si vous avez mesuré 25 ml,00, je m'attends à ce que vous écriviez le .00 dans vos calculs, ainsi que l'unité millilitres. Maintenant, la réponse que vous allez donner doit contenir le bon nombre de chiffres significatifs et une unité. Je vous rappelle que pour les calculs, vous n'avez pas besoin de faire de calcul d'incertitude, seulement présenter votre résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs. Maintenant, vous aurez aussi à faire un graphique
pour votre droit d'étalonnage. Il y a un fichier Excel disponible pour vous directement sur Léa, vous pouvez le compléter. Dans le fichier Excel, vous allez rentrer l'absorbance, puis ensuite les concentrations que vous allez avoir calculées. Ici, il y a un espace pour le témoin qui est utilisé pour faire le 0 en absorbance et en concentration. Donc, si vous n'avez pas noté au laboratoire, vous pouvez mettre 0 et 0 ici. Ensuite, le graphique va se remplir de lui-même et l'équation de la droite va être indiquée sur le graphique ainsi que le R carré. Je vous demande de juste imprimer le graphique ici puis le brocher avec votre compte-rendu. Vous en aurez besoin pour faire vos calculs. Donc, on termine le compte-rendu avec la conclusion. Donc, la conclusion, ce qu'elle fait, c'est qu'elle rappelle le résultat principal, puis aussi, dans ce cas-ci, elle aborde la fidélité. Le résultat principal, c'est ce qui répond au but de l'expérience. Donc, c'est ce qui va être écrit dans le but, mais c'est aussi le résultat du dernier calcul que vous allez avoir fait dans votre compte-rendu. Dans ce cas-ci, c'est le calcul du pourcentage massique d'amidon expulsé par les pâtes. Donc, vous allez rappeler votre résultat. Et ensuite, pour évaluer la fidélité, il y a une annexe qui a été faite pour vous qui s'appelle « Justesse et fidélité ». Dans le cadre de cette expérience-ci, on va seulement qu'aborder la fidélité. Donc, on vous explique ce que c'est associé dans le fond à la reproductibilité de ce que vous allez faire dans l'expérience. Maintenant, quand on veut calculer la fidélité, on va le faire avec certaines mesures que vous aurez fait. Et ensuite, on va évaluer l'écart type, puis faire un rapport entre l'écart type et la moyenne. Ensuite, à partir de ça, on pourra tirer des conclusions quant à la fidélité. Mais encore une fois, ça va être vraiment une phrase. Vous avez un exemple, même directement à propos de cette expérience-là, comment aborder la fidélité. Tout ça sera revu avec vous en classe, mais je voulais que vous sachiez qu'il y a des documents disponibles à consulter si vous voulez commencer à faire votre compte-rendu. J'espère que cette vidéo-là vous a été utile. Je vous souhaite un bon compte-rendu de l'expérience B.